De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom et nous sommes toujours en compagnie de notre invité Mohamed Ly, président de l'IPOD, think tank panafricain. Nous sommes également en compagnie de Lucien Pambou et de Jean-François Akanji Kombe, nos éditorialistes. Place au dossier du jour. Les universités sénégalaises furent avant les indépendances et même après d'ailleurs des références en matière d'enseignement en Afrique. La très célèbre UCAD accueillait des étudiants venus des quatre coins du continent africain. Mais ces dernières années, les politiques éducatives n'ont pas suivi le rythme notamment de l'accroissement des effectifs. Les autorités veulent désormais promouvoir les universités régionales. Reportage de Djibril Fofana, correspondant au Sénégal, commenté par Guillaume Durand. Janvier 2014, l'université sénégalaise est en crise. La mise en œuvre de la réforme des universités est contestée par les étudiants. Sur les 11 volets de la réforme, ils s'opposent principalement à 3 points. Ceux relatifs à la hausse des frais d'inscription et de restauration, ainsi que la suppression de la généralisation des bourses. Le bras de fer durera plusieurs mois et sera marqué par des grèves violentes, des destructions de biens publics et de matériel didactique par les étudiants. Cet épisode est symptomatique de la crise structurelle que traverse l'université sénégalaise. Pourtant, naguère, celle-ci faisait figure de référence continentale. Grève récurrente des étudiants et des enseignants, surpeuplement, l'université sénégalaise a perdu son lustre d'antan. Aujourd'hui, étudiants et gouvernements se rejettent la responsabilité de cette situation. Comment en est-on arrivé à une telle situation? Quelle stratégie pour réhabiliter l'université sénégalaise? Pensez-vous normal qu'un étudiant dans une université qui veut des études de qualité, qui veut des diplômes au standard international, paye moins qu'un étudiant, un élève du préscolaire, paye moins que sa fille ou son fils du préscolaire, paye moins que sa fille ou son fils de l'école primaire, paye moins que les enfants qui sont dans les écoles coraniques? Non, ce n'est pas normal. Le débat sur la hausse des frais d'inscription semble polariser le débat sur la crise de l'université. Mais en réalité, les racines du mal sont bien plus profondes et lointaines. Il me semble que c'est le fait que l'État soit aujourd'hui débordé par le système éducatif et notamment par l'enseignement supérieur. Parce qu'on se rend compte évidemment qu'un certain nombre d'engagements de l'État n'ont pas été pris de façon exhaustive. Par exemple, il existe aujourd'hui beaucoup de jeunes bacheliers qui ont des problèmes pour être orientés dans le système supérieur de l'enseignement. Les universités du Sénégal n'ont pas suffisamment de capacité d'accueil pour prendre en charge tous les jeunes bacheliers. Alors ça montre évidemment que l'État est plus ou moins débordé par les flux en termes d'effectifs qui deviennent de plus en plus importants. Pour une partie de la population et pour les experts de l'éducation au Sénégal, les étudiants ont aussi leur part de responsabilité dans cette situation. Ils sont pointés du doigt pour leur propension à la revendication tout azimut au détriment de leurs obligations pédagogiques et académiques. Des étudiants qui sont aussi souvent en grève et des étudiants qui s'attaquent des fois à l'institution universitaire en tant que telle. Dans leur mouvement, on a vu le rectorat être saccagé par les étudiants. On a vu des fois le matériel didactique de l'université être attaqué par les étudiants. On a vu le campus social en tant que tel faire l'objet pratiquement d'un saccage de la part des étudiants. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a là aussi des fois des comportements déviants que l'on peut noter au niveau des étudiants. Et ça, c'est un type de comportement qui n'est pas en phase avec le bon résultat escompté au niveau de l'université. À l'amicale Kekendo, des étudiants ressortissants de la Casamance à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est un autre son de cloche. La principale revendication est liée aux mauvaises conditions d'études à l'université. L'étudiant, c'est quelqu'un qui a fait un cursus scolaire, ne serait-ce que s'il n'a pas doublé de classe de 13 années d'efforts. Et arrivé à l'université, je pense que sa seule préoccupation devrait être la réussite dans ses études. Et aujourd'hui, l'administration a mis en place aujourd'hui un système qui ne favorise pas l'amour des études. Aujourd'hui, les étudiants sont confrontés à de multiples problèmes. Ils ne sont pas assistés socialement, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils ont des problèmes pour s'insérer au niveau du campus. Et au niveau des amphis, c'est la bousculade, c'est la bagarre. Donc tous ces facteurs-là sont source de frustration. Étudiants, enseignants, autorités académiques, chaque camp se rejette la responsabilité de la dégradation du climat pédagogique et social au sein des campus universitaires. En réalité, les causes sont multiples et les responsabilités partagées. Le corollaire de cette situation, c'est le sentiment largement répandu d'une baisse du niveau des étudiants. La demande
a été beaucoup plus importante. Elle a explosé en quelque sorte, alors que les infrastructures avaient progressé bien moins. Ce qui fait que dans le système d'enseignement de bas en haut, eh bien, vous avez 2 générations, grosso modo, qui ne coexistaient pas auparavant. C'est la crème, l'élite sursélectionnée, et puis la masse, l'élite faisant plus que la norme, tandis que la masse ayant juste le niveau. Ce constat de baisse du niveau, les étudiants l'imputent au personnel enseignant peu enclin à les accompagner et à les encadrer convenablement. Le nombre pléthorique des étudiants ne correspond pas avec les infrastructures et les équipements qui sont aujourd'hui au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais aussi la qualité de l'enseignement. La qualité de l'enseignement qui devrait être véhiculée par les professeurs n'est pas au rendez-vous, parce que les professeurs aujourd'hui, nous sentons qu'ils ont d'autres préoccupations qui sont autres, alors que l'enseignement est un sacerdoce au service de la nation pour le bien-être de tous les citoyens. Pour répondre favorablement aux attentes des étudiants et apporter une dynamique nouvelle à l'université sénégalaise, de nouvelles réformes se mettent en place. D'importants investissements sont annoncés pour améliorer la qualité de l'offre d'enseignement, mais aussi celle des œuvres universitaires. C'est pourquoi l'État du Sénégal a pris des mesures importantes en renforçant, je pourrais dire en multipliant par 3 le financement de l'investissement pour les 4 années prochaines. 2014, le budget consolidé d'investissement BCI sera de 18 milliards, 2015, 21 milliards, 2016, 27 milliards, 2017, 25 milliards. L'enseignement supérieur a connu un développement fulgurant au Sénégal. Pour l'année académique écoulée, plus de 100 000 étudiants étaient inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur au Sénégal. Pendant longtemps, les investissements et les réformes n'ont pas suivi le rythme de l'accroissement des effectifs. Aujourd'hui, les autorités veulent rectifier le tir. À cette fin, en avril 2013, le gouvernement sénégalais a initié une concertation nationale sur l'enseignement supérieur. Au terme de ces travaux, 78 recommandations ont été faites. Pour les mettre en œuvre, ce sont 300 milliards de francs CFA qui seront débloqués par le gouvernement au cours des 10 prochaines années. Mohamed Ly, vous avez regardé ce reportage avec attention. Certaines problématiques ont été soulevées. Est-ce que vous avez des commentaires particuliers avant qu'on commence le débat à apporter des précisions à rajouter? Oui, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut dire. Nous sommes des pays en développement et en pleine difficulté. Dire ceci, c'est pour me permettre de dire tout de suite, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus efficace pour changer le monde. Donc, pour changer nos pays, il faudrait, et que c'est des choix politiques, qu'on décide à mettre ce qu'il faut dans cette éducation-là, dans l'enseignement supérieur, pour avoir une élite performante, pour avoir une élite au niveau des standards internationaux pour l'expression consacrée. Et c'est seulement comme ça que les Africains, parce que je parle en général, le Sénégal en particulier, nous penserons nos problèmes, nous leur trouverons des solutions et nous saurons les mettre en œuvre nous-mêmes. C'est le grand défi, après on entrera dans les détails, de comment améliorer notre enseignement supérieur, qui est pour moi l'une des questions les plus importantes. Et au Sénégal, vous trouvez qu'effectivement au niveau du financement, au niveau du budget alloué, c'est loin d'être suffisant? À mon avis, oui, mais comme je l'ai dit dans un article, parce que je dis à mes détracteurs, il faut qu'on assume le côté idéologique de nos prises de position. On ne peut pas dire par alpha ou par bêta ce que je vous démontre en disant qu'il faut que les bénéficiaires de ces enseignements-là, qu'on augmente leur participation. Dans le principe, je peux être d'accord, mais à quel niveau? Et ça pose une question politique éminente dans nos pays, ce que les politiques ne prennent pas en charge. On a le droit, dans un pays comme le nôtre, de discuter et de se demander quelle est la place de l'État. Cela veut dire quoi? L'État délègue l'éducation et l'enseignement supérieur au privé, l'État l'assume, l'État le prend 100%. À quelle péréquation? Je rappelle que au Sénégal, 6% est dans l'éducation, 1,2% du PIB est dans l'enseignement supérieur. Quand on nous compare à l'Afrique subsaharienne,
les pays sont à 1% du PIB, et quand on compare donc aux pays de l'OCDE qui est à 1%, mais ces deux comparaisons que j'ai vues dans le rapport, excellent rapport de la concertation dirigée par le respectable professeur Souleymane Bachir Diagne, qui en passant je dis est un membre scientifique du think tank IPOD, mais c'est juste pour dire que le rapport il est excellent, mais ces deux comparaisons ne veulent rien dire. Si on est en avance sur nos voisins, donc c'est pas une comparaison pour nous. Le CDE a réglé vraiment ses problèmes d'enseignement supérieur. Nous sommes dans un pays qu'il a déjà réglé comme la France. C'est pas une comparaison. Il faut voir quel est l'effort en termes de budget, l'effort national consolidé que le pays doit faire pour avoir et pour retrouver donc notre niveau africain dans l'enseignement supérieur. Alors Jean-François, effectivement, plusieurs questions ont été posées. Au Sénégal, il se pose un problème. Comparativement à il y a quelques années, on voit que les infrastructures deviennent pour certaines vétustes. Il faut les réhabiliter, il faut en construire d'autres. Il faut pouvoir proposer un enseignement de qualité aux étudiants, des étudiants qui réclament beaucoup de choses aussi, enfin, et qui manifestent très souvent, et qui cassent même, on l'a entendu aussi, parfois du matériel. Donc c'est un peu un cercle vicieux. C'est un défi vraiment pour le Sénégal, mais aussi pour l'ensemble des pays africains que l'enseignement supérieur. Et je voudrais dire ici que le reportage que nous avons vu, il montre que il y a une question de priorité d'abord politique, de priorité politique du gouvernement sénégalais sur le long terme, et de façon, l'enseignement supérieur ne peut se développer que si on a une politique qui dépasse les gouvernements, qui dépasse les transitions, qui se poursuit sur le long cours. Et par ailleurs, c'est aussi un défi pour l'ensemble, une priorité pour l'ensemble de la sous-région, voire même au-delà. Je sais par exemple que un certain nombre de mes propres collègues ou un certain nombre de personnes que je connais d'Afrique centrale ou d'Afrique du Nord sont allés étudier à Dakar ou à Saint-Louis, par exemple. Mais le problème qui se pose au Sénégal aussi, c'est que le gouvernement est prêt, se dit prêt en tout cas à investir et a déjà commencé. Mais par contre, les étudiants qui justement refusent que les frais par exemple de scolarité soient augmentés. Oui, j'entends bien, mais ce que je voulais dire, c'est que notamment lorsque plusieurs étudiants ressortissants d'autres pays africains sont engagés là-dedans, je suis persuadé que dans les effectifs que nous avons là, nous avons à peu près, disons, 1/5, voire même 2/5 qui viennent des autres pays africains. Cela se fait des accords interuniversitaires, cela se fait également des négociations entre des gouvernements pour gérer ce genre de défi-là. Si le Sénégal doit rester un pôle universitaire attractif, il faut mettre autour de la table les autres gouvernements. S'agissant des étudiants... Mais on peut reprocher aussi aux pays de ne pas développer leurs propres universités au détriment du Sénégal. Je suis d'accord, mais il y a un point sur les étudiants, si vous voulez bien, Marie-Angèle. Alors, s'agissant des étudiants, il faut vraiment dédramatiser. Je vous le dis un peu d'expérience. Lorsque j'étais vice-président en France, vice-président d'une université ici en France, il y a eu, pendant des réformes, des manifestations, j'ai été séquestré, ça arrive partout. Ça arrive partout. Il ne faut pas jeter la pierre à l'ensemble des étudiants. Il y a quelques étudiants qui sont de cette manière-là. Je veux voir du positif dans les revendications des étudiants. Il est normal et il est sain qu'il y ait des organisations étudiantes qui discutent, qui identifient les difficultés, qui demandent à ce qu'un dialogue s'ouvre et que ce dialogue-là puisse se dérouler. Et dans les revendications que nous avons entendues tout à l'heure, sur, par exemple, la protection sociale des étudiants, sur il y a la hausse des frais d'inscription, de restauration, la suppression de la généralisation des bourses. Bon, comme tout mouvement syndical, on est extrémiste. C'est pour ça qu'il y a des négociations. On demande un peu plus pour pouvoir négocier, pour avoir... Mais il faut... Non, là, il demande de ne pas avoir un peu moins. Il demande de ne pas payer un peu plus. Voilà, ne pas avoir un peu moins, c'est une régression, je comprends. Ne pas payer un peu plus, ça se discute. Ça se discute, mais dans les conditions du Sénégal ou de l'Afrique de l'Ouest, c'est, me semble-t-il, une revendication qui demande au moins à être prise au sérieux et qu'on discute avec ces étudiants-là de leurs conditions. Ils sont des acteurs aussi de l'université africaine. Parce que, Lucien, il y a grève des étudiants, on en parlait, il y a également grève des enseignants. Oui, c'est le problème. Bien sûr, Marie-Angèle. Je veux dire, si on veut analyser au fond
la question de l'enseignement supérieur, de la réforme de l'enseignement supérieur, il faut prendre l'enseignement supérieur au Sénégal comme un sous-système d'un système éducatif et de formation global. Bien, restons sur le côté enseignement supérieur. Quels sont les problèmes? Moi, j'en vois trois. Il y a le problème de l'offre universitaire. Donc, que disent les étudiants? Bon, les universités Cheikh Anta Diop à Dakar et Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal sont au-delà de leur capacité possible pour recevoir les étudiants. Bien, donc les autorités sénégalaises ont décidé la construction, vous l'avez dit dans votre présentation, des universités ou régionales ou des centres régionaux universitaires. Bien, la construction de ces centres régionaux universitaires n'évacue pas un deuxième problème, qui est le problème du financement, bien entendu, des études. Alors, quand on écoute le ministre, il est relativement clair. Il dit la chose suivante. Si on veut, quand il parle, si les étudiants sénégalais souhaitent en fait accéder à l'université, il faut qu'ils apportent aussi leur participation en matière financière. Ce que refuse, vu du niveau de vie, peuvent-ils se le permettre? Alors, peuvent-ils se le permettre? C'est un problème, effectivement, et il me semble que le gouvernement de M. Macky Sall doit réfléchir globalement sur ces questions-là et en faire, Monsieur Ly a dit quelque chose, l'éducation est l'alpha et l'oméga, la pierre angulaire dans tout développement. Il faut donc qu'il y ait, en effet, une sorte de moratoire pour que les budgets consacrés à l'éducation soient des budgets prioritaires. Et encore, troisième problème, c'est le problème du type de formation. Quel type de formation sur quelle qualité? Le type de formation pose le problème de ce que j'appellerais de manière séquentielle, effectivement, la formation dite humaniste et la formation professionnelle. Bien, le problème, on a vu un reportage sur les bacheliers. La question, je crois, qui manque fondamentalement aux pays africains qui font des réformes sur l'enseignement supérieur, c'est que ces pays africains sont globalement démunis, même s'ils font des efforts, pour ouvrir le monde universitaire aux acteurs professionnels, aux universités dites de métier, comme ça va être le cas à Louga ou à Matam. Bon, ça c'est un élément. Deuxième élément, c'est le problème de la comparabilité ou de la comparaison entre les diplômes africains et les standards internationaux, les diplômes internationaux. Et puis, le cas de figure au Sénégal, comme le Sénégal est bien placé. Bien sûr, et un autre problème qui est un problème important, c'est cette formation, en effet, qui forme des jeunes femmes et des jeunes hommes sénégalais, doit être ouverte sur le monde du travail. Or, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que malgré les sous-effectifs, quand on compare le nombre d'étudiants par habitant au Sénégal et dans les pays développés, malgré la faiblesse des étudiants, même si le nombre est croissant, il y a quand même un problème d'insertion professionnelle et d'intégration dans le monde du travail. Donc, ce sont des problèmes complexes, connexes, que le gouvernement de M. Macky Sall se doit de résoudre. C'est bien de faire des réformes. Et je reviens sur ce que disait Jean-François, encore faut-il que ces réformes soient inscrites dans une stratégie, une planification stratégique. Et pour trouver, Mohamed Ly, des solutions, effectivement, au Bénin, il y a eu ce cas de figure où les autorités prévoient de s'associer avec le secteur privé aussi pour répondre aux attentes des étudiants en matière d'infrastructure ou de qualité de formation. C'est quelque chose que vous avez soulevé tout à l'heure. Est-ce que ce serait envisageable et possible, faisable au Sénégal? C'est envisageable, c'est possible et cela va être fait, je pense, par le gouvernement de M. Macky Sall parce que ça fait partie des 78 recommandations donc de la CNAES. Ce qu'il faut dire, ce que j'ai envie de dire vraiment avec force, c'est que pour réussir une réforme, il faut qu'elle soit juste et équitable. Et donc sur une réforme, il y a des acteurs. Est-ce qu'elle est juste et équitable, cette réforme? Non. Et moi, c'est ce que je lui ai reproché. Ça veut dire quoi? L'État a été défaillant. L'État est responsable quand même de beaucoup de choses et a vu la démographie monter. Donc on ne peut pas en 2014 se réveiller. Je ne parle pas du gouvernement de Macky Sall ou d'un autre. Sur 40 ans, l'État a été défaillant sur la gestion des flux des étudiants pour leur accueil dans les universités. Quand il est défaillant, il doit faire un peu profil bas. Il y a d'autres stakeholders, comme on dit, d'autres intervenants. Je vais aller très vite. Il y a les étudiants dont on a parlé. Il y a le SAES, vous en avez parlé, qui n'est pas content. Il y a le ministère, l'État et autres. Et quand on demande des gens de faire des efforts, il faut commencer par soi-même. Et je pense que, c'est-à-dire, si le seul point d'achoppement qui fait que les années universitaires sont perturbées chez nous, c'est l'argent, je suis désolé, mais ça peut ne pas être important. On peut mettre ce problème-là de côté, prouver aux étudiants qu'avec 77 autres points de réforme, que
la promesse républicaine va être tenue. C'est ça le problème dans nos pays. Qu'est-ce qu'on nous a demandé? Allez à l'école, soyez parmi les brillants, soyez de la crème et l'ascenseur social va marcher. Je suis désolé, chez moi je vous dis, nous avons un taux de chômage dans la jeunesse et dans l'emploi. Quand un étudiant rentre à l'université, ceux qui en sortent vont au chômage. Donc vous rejoignez Lucien? Je rejoins Lucien. Il faut rétablir la promesse républicaine d'abord et ramener, comme le dit le rapport, un climat sain autour des acteurs pour de façon efficace discuter des 70 rapports. Mais quand un rapport fait 70 points et que les points d'achoppement sont sur 2 ou 3, je pense qu'on a plus de plages de convergence que de divergence. Maintenant, les étudiants, comme le disait donc Jean-François... Et on terminera sur ce mot. Oui. Effectivement, on leur demande de plus d'efforts pécuniers. Ils ne veulent pas le faire parce qu'ils ont des acquis et sur la bourse, généralisation des bourses, il n'y a aucune corporation qui accepte qu'on rogne sur ces acquis. Et je pense que par intelligence, on doit commencer par les points où il y a consensus. Et dernier point, 1 minute, c'est la qualité. Et la qualité de l'enseignement supérieur, il faut le dire, c'est la professionnalisation. Il faut qu'on arrive à ce que nos enseignements supérieurs fassent déboucher aux étudiants à l'accès à l'emploi. Merci Mohamed Ly. Alors on va rappeler les principales informations que nous avons traitées en première partie d'émission, car ce débat s'achève ainsi. Le Tchad poursuit son retrait de la MISCA, la mission de maintien de la paix en Centrafrique, sous conduite africaine. Cette décision fait suite à la publication d'un rapport des Nations Unies accusant des soldats tchadiens d'avoir tué des civils et d'en avoir blessé 300 autres sur un marché le 29 mars dernier. Le président du Bénin, Boni Yayi, et son homologue Mahamadou Issoufou du Niger ont procédé au lancement des travaux de réhabilitation de l'axe ferroviaire Cotonou-Niamey ce mardi. La gare de Cotonou est l'un des points importants de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan sera également rénové. À suivre les perspectives du groupe Dangote au Nigeria. A tout de suite, chers téléspectateurs.